Je vous remercie beaucoup. Je remercie Dr Fossier et toute l'équipe de coordination bretonne parce que j'ai eu un accueil très chaleureux. Ils savaient être hospitaliers, généraux, et d'autant plus que j'avais pris conscience que j'étais étrangère. Et donc, je vous remercie d'autant plus. Donc moi, je vais essayer de vous parler de ce retour à domicile, qui est une question qui est difficile, et surtout aussi de ce retour à domicile vu à travers le patient, ce patient qui est en fin de vie et qui est à la fois vulnérable et en qui on voudrait redonner une autonomie. Alors, le déroulé d'abord en fond d'écran, j'ai mis des coquelicots. Alors, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est aussi quelque chose, c'est une fleur qui est très fragile. Et comme nos patients en fin de vie, on sait bien que si on veut la ramasser, elle est plus là. Donc, je trouve que c'est cette beauté et cette fragilité qui caractérise tout ce qui est accompagnement de personnes en fin de vie. Alors, donc, je vais d'abord vous parler de mon questionnement, de ma problématique, et puis après, on verra qu'est-ce que c'est que ce patient vulnérable à travers une étude que j'ai faite il y a quelques années. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire cette autonomie dont on parle beaucoup pour ces personnes en fin de vie. Et puis, on verra dans une quatrième partie comment conjuguer vulnérabilité et autonomie. Alors, d'abord, quelle est ma problématique ? Cette problématique, elle est en regard de la loi du 22 avril 2005, où on parle beaucoup d'autonomie de ces personnes en fin de vie. Et moi, je me suis interrogée, non pas pour remettre en question cette autonomie, mais pour me dire que, est-ce que vraiment on peut être autonome quand on est en fin de vie ? Alors, pour répondre à cette question, je me posais cette question, qu'est-ce que la personne malade en fin de vie, dont l'état le requiert, est-ce qu'elle peut être retrouver son libre arbitre, notamment pour le déroulement, pour faire le choix dans le déroulement du lieu de cette fin de vie. Est-ce qu'on peut mourir à domicile ? On a déjà eu beaucoup de réponses en EHPAD ou à l'hôpital. Donc je reprends les mêmes chiffres qui sont peut-être un petit peu faux, mais 60 à 90% des personnes en bonne santé, surtout, veulent mourir à domicile. 10 à 20, je pense que c'est plutôt 30% maintenant, décèdent à domicile. Alors, est-ce que c'est parce que les soignants respectent-ils la liberté, ne respectent pas la liberté du patient en fin de vie, en sachant qu'on a l'impression à l'hôpital qu'on fait bien les choses et que ça se passera mal en dehors de l'hôpital ? Ou est-ce que c'est le patient qui est peut-être trop vulnérable et qui a besoin de ce cadre contenant de l'hôpital pour décéder ? Alors, pour répondre à cette question, j'ai essayé de regarder dans la littérature et il y a des interrogations qui demeurent. Notamment, quand on lit des articles, la condition sine qua non d'un retour à domicile, c'est d'abord le désir du patient, le souhait du patient. Et deuxièmement, c'est est-ce que l'environnement familial et médical est suffisamment complet pour pouvoir recevoir ce patient. Et quand j'ai fait cette revue de la littérature, je me suis aperçue qu'on n'étudiait jamais l'influence de la fragilité ou de la vulnérabilité du patient, de sa famille et des soignants. Et c'est cette partie-là que j'ai voulu essayer d'interroger à travers une étude. Alors, comment est-ce qu'on parle de la vulnérabilité de la personne en fin de vie ? Alors, pourquoi j'ai utilisé le terme de vulnérabilité ? Donc, dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il peut être blessé. Et c'est vrai que pour moi, la fin de vie, c'est bien le dernier combat. Donc, je trouve que c'est un terme très, très approprié. Alors, quel est le fondement de ma réflexion ? C'est d'abord une étude pratique, parce que je pense que c'est toujours important de réfléchir par rapport à ces pratiques pour pouvoir après pouvoir un peu plus voir ce qui a été fait par ailleurs. Alors j'ai fait une étude épidémiologique, observationnelle, prospective, longitudinale et multicentrique pendant 3 mois de patients qui avaient dit souhaiter retourner à la maison. Et donc on les a suivis pendant 3 mois pour savoir un peu leur devenir. C'était des patients qui présentaient une maladie grave, évolutive, qui étaient hospitalisés et donc qui souhaitaient retourner à la maison. Alors dans ma réflexion, je me suis aussi aidée de 2 philosophes dont les thèmes tels que l'humanité, la reconnaissance, la responsabilité, c'était au cœur de leur réflexion et surtout au cœur des soins palliatifs et de l'accompagnement. Alors avec Emmanuel Lévinas, avec cette notion de responsabilité pour autrui, je dois répondre de l'autre, et puis Paul Ricoeur qui est aussi intéressant par cette relation à l'autre dans la sollicitude. Donc les 2 approches sont assez complémentaires et permettent de mieux comprendre cette relation qu'on a avec le patient. Alors, cette vulnérabilité globale ou fragilité, c'est d'abord bien sûr celle du patient, le patient. Donc on a fait une étude, on a inclus dans notre étude 145 patients, mais on ne peut pas isoler le patient et de sa famille et des soignants.
Donc c'est une étude qui est à 3 volets, puisque l'un s'articule avec l'autre et la fragilité de l'un va retentir sur la fragilité de l'autre. Alors, dans mon étude, on avait 41% des patients vulnérables ou fragiles. Alors, qu'est-ce que c'était que cette fragilité? De quoi était-elle faite? Alors, pour le patient, c'est déjà fragilité du fait qu'on est en fin de vie. La plupart connaissent leur pronostic grave et l'approche inexorable de la mort, puisque dans notre étude, 73% des personnes, au bout de 3 mois, étaient décédées. Donc, c'est des gens qui étaient très fragiles et qui connaissaient le pronostic. C'est une fin de vie qui est malmenée, alors par la douleur. 20%, c'est très peu. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu si peu de douleur? Est-ce qu'on travaille très bien dans la Loire et qu'on est très performant? Je crois que c'est surtout parce que c'était une hétéroévaluation, c'est-à-dire que c'était les soignants qui répondaient pour le patient. Donc je pense qu'on est toujours un peu, on n'est jamais très objectif par rapport à la prise en charge de nos patients, et c'est pour ça qu'à mon avis, on a si peu de douleur. Les autres symptômes d'inconfort qui sont plus nombreux. C'est une vie aussi blessée par cette souffrance psychique. Il n'y a pas d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit, dans 28% des cas. Et puis c'est difficile à raconter aussi. C'est des patients qui communiquent, mais qui ont souvent aussi beaucoup de difficultés à communier toutes leurs angoisses de cette fin de vie, parler de cette angoisse avec ses proches. Et on veut protéger l'autre, et c'est parfois très difficile de parler ensemble. Alors à cette fragilité du patient s'ajoute la fragilité du soignant, de la famille. Alors cette famille qui a des angoisses et qui est dans l'incapacité parfois d'appréhender le pronostic. Et puis il y a aussi la fragilité des soignants. Alors c'est ce que je vous ai dit, c'est une hétéroévaluation, donc c'est les soignants. Donc d'une façon surprenante, ils n'avaient pas du tout d'inquiétude, ils n'étaient pas du tout anxieux, et pour eux il n'y avait pas de problème de communication. Alors que je crois que les choses sont beaucoup plus difficiles que ça. Néanmoins, donc ces patients étaient vulnérables, et cette vulnérabilité, elle est parlée par Paul Ricoeur comme une fragilité humaine. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette fragilité du patient, mais il y a aussi cette fragilité humaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette fragilité humaine? C'est que dans notre vie, on a des bornes mystérieuses. La naissance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Je sais pas. Donc c'est assez flou. Et pareil, après notre disparition, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça fait des bornes très mystérieuses et qui fait la précarité de la vie. Elle se présente comme une ouverture dont on ne sait... Oh, je vois plus rien. Désolée. Donc elle se présente comme une aventure dont on ne sait pas ce qui en elle est essai et ce qui est échec. Il y a cette relation aussi, Paul Ricoeur nous dit, avec la mort, qui est un cheminement progressif. C'est pas évident de penser sa mort, de penser la mort. Et au début, parfois, c'est un refus, il nous explique. C'est une peur. Et puis, progressivement, c'est une mort apprivoisée et une mort acceptée. Et Paul Ricoeur conclut en nous disant que c'est parce que l'homme se construit parce qu'il est vulnérable. C'est justement cette vulnérabilité qui lui permet de réfléchir et de pouvoir se construire et avancer. Alors, dans notre étude, cette influence, on voit cette fragilité du point de vue du patient, du soignant, cette fragilité humaine. Quelle est cette influence sur le retour au domicile? Alors, dans notre étude, on avait 41% de patients vulnérables. On en avait 43 qui étaient non retournés, qui n'avaient pas pu retourner à domicile. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment, d'une façon significative, on a une influence de la fragilité, la vulnérabilité globale du patient en fin de vie sur le retour à domicile. Mais ce que je voulais vous dire, et ce qui a déjà été dit dans le propos de M. Mourin, c'est que même si les patients retournent à domicile, 57%, alors il y a des allers-retours, je ne vous ai pas détaillé l'étude, mais il y a des allers-retours. Après 3 mois, il y a quand même 60% de décès. Et alors dans ces décès, il y en a 45% qui vont mourir à domicile, 5% en EHPAD, et les autres vont mourir à l'hôpital. Donc ça veut dire que quand on parle de la fin de vie, peut-être que au lieu de parler du lieu du décès, faut-il mieux parler du lieu de la fin de vie, qui est beaucoup plus intéressant que de savoir où on a passé les derniers jours de vie, ce qui nous a déjà été dit, et je crois que c'est quelque chose qui est assez primordial. Alors on a vu cette vulnérabilité de cette personne en fin de vie, et on entend aussi cette importance de l'autonomie. Alors qu'est-ce que c'est que cette autonomie? Cette autonomie, c'est un concept à réinterroger, justement ce que je vous disais, un peu dans le contexte de la finitude et de la mort. Alors bien sûr qu'on doit respecter l'autonomie, c'est quelque chose qui est fondamental dans la relation de soins. Oui, mais, parce qu'il y a toujours des mais en médecine, est-ce que
Est-ce que cette autonomie ne connaît-elle pas des limites? Est-ce que ce n'est pas un leurre? Et est-ce que le patient a la capacité d'exercer son libre arbitre? Alors, comment respecter l'autonomie de la personne en fin de vie? Alors, il me semble que donc, ce qu'on a déjà vu, c'est que ce sont des personnes en bonne santé qui s'expriment. Alors, c'est difficile, me semble-t-il, de se penser malade et mourant, et moins encore d'anticiper sur nos souhaits à l'approche de la mort. Donc, plutôt que de faire une approche par rapport aux patients par rapport aux personnes en bonne santé, il me semble plus important de faire cette approche par rapport aux patients malades et en fin de vie. Et là, on voit que cette autonomie est respectée puisqu'ils ont une capacité à décider dans 56% des cas, mais pas à agir puisqu'on sait que l'influence de la fragilité globale du patient et qu'ils ont besoin d'un environnement social et sanitaire. Alors, entre cette autonomie qu'on a vue et cette vulnérabilité, comment conjuguer les deux? Quelle relation y a-t-il entre vulnérabilité et autonomie? Alors, on peut penser, certains auteurs pensent que le patient n'est pas autonome. Alors, l'accent est mis sur l'autonomie et on va se traduire par l'abandon du malade dans sa solitude. On va lui dire, vous décidez et vous restez seul à décider. Soit on pense que le patient est autonome, et là, c'est une liberté de choix dans son rapport aux autres. On a vu que 61% des patients non fragiles retournent à la maison. Donc, ils ont une liberté de choisir. Et c'est Paul Ricoeur, encore une fois, qui fait ce lien entre autonomie et vulnérabilité. Il décrit ça comme la capacité humaine, toujours doublée d'une incapacité contre laquelle elle trouve à se déployer. C'est-à-dire que c'est comme une doublure. D'un côté, vous avez l'autonomie, de l'autre côté, la vulnérabilité. Et c'est parce qu'il y a vulnérabilité qu'on est autonome, et on est autonome, mais aussi on reste vulnérable. Vulnérabilité et autonomie, c'est le patient en fin de vie, certes, est vulnérable, mais il demeure capable d'autonomie. Elle est définie comme accomplissement de la capacité de chaque homme qui réclame l'être de l'autre, soignant, famille proche, dans la réciprocité et la sollicitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'autonomie du patient tout seul, mais on peut penser cette autonomie justement avec l'autre qui peut être le soignant, la famille, et dans la sollicitude, c'est-à-dire dans la réciprocité. Alors, comment est-ce que c'est cette restauration de l'autonomie de la personne vulnérable? Il me semble que l'on restaure vraiment cette autonomie dans la relation de soins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation de soins? La relation de soins, c'est d'abord un lieu. Cette relation de soins entre, je prends le médecin puisque c'est mon cas, avec le patient, c'est le lieu où va se déployer la liberté de la personne en fin de vie, et c'est là où apparaît la personne humaine. Qu'est-ce que c'est cette relation de soins? C'est le face-à-face, c'est une relation duel. Et c'est aussi les 4 moments décrits par Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur. D'abord l'éveil éthique avec Emmanuel Levinas, et puis après il y a les 3 moments réflexifs, déontologiques et prudentiels de Paul Ricoeur. Alors quels sont ces 4 moments qui expliquent cette relation de soins? Le premier temps de cette relation de soins, c'est ce que nous dit Emmanuel Levinas, l'éveil éthique. Ça veut dire quoi? C'est l'interpellation du patient souffrant. Ce patient-là, il arrive et on va rencontrer l'être souffrant. C'est l'autre. Il nous dit « j'ai mal ». Et à travers ce patient, parfois le médecin a l'impression d'un pouvoir dépassé et un savoir démenti. C'est comme si on n'était plus dans la maîtrise parce qu'on voit l'autre qui souffre et on se dit « mais qu'est-ce que je veux faire? Et si je ne sais pas quoi faire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est là où on va avoir une remise en question. Et c'est une tension entre une relation de pouvoir et une relation d'aide. Et pour reprendre Emmanuel Levinas, il nous dit, pour Emmanuel Levinas, c'est la proximité du visage de l'autre qui interpelle le malade. Nous dit nous dit Emmanuel Levinas, le visage est sens à lui tout seul. Toi, c'est toi. Il est l'incontenable. Il vous mène au-delà. Donc ce premier moment, qui est important pour créer cette relation de soins, c'est vraiment d'être interpellé par l'autre et d'être touché par sa souffrance. C'est donc l'éveil éthique. Le deuxième temps de cette relation de soins, décrite par Paul Ricoeur, c'est ce moment téléologique de la relation, c'est-à-dire c'est la rencontre. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Cette rencontre, ça passe d'une relation à, le corps malade, technicien, l'objet, à une relation entre, et c'est totalement différent. Et dans cette rencontre, il va y avoir réciprocité et mutualité. On va reconnaître le malade non comme objet mourant, mais comme sujet à la parole retrouvée. Vous savez qu'on parle des mourants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mourant?
C'est vraiment une espèce à part. Il n'est pas vivant, il n'est pas malade, il est mourant. Et c'est Higgins qui nous dit ça. Et c'est vrai que ça nous interpelle. Et donc, c'est reconnaître la personne en tant que malade. Et c'est dans cette rencontre qu'il va se créer un climat de confiance et qui va permettre au patient de retrouver un espace libre où il peut se raconter. Ça aussi, c'est très important parce que les patients, ils ont eu toute une histoire de leur maladie et ils ont eu des moments difficiles de relation aussi. Et tout d'un coup, ils peuvent retrouver dans cette relation, si on en prend le temps, un temps où ils peuvent se raconter. Et ça, c'est quelque chose où ils peuvent être enfin sujets de leur propre maladie. Et puis bien sûr, dans ce temps-là, c'est l'instauration d'une promesse, non pas de guérison, puisqu'on sait bien qu'on ne va pas les guérir, mais au moins de leur dire « je ne vous abandonnerai pas ». Et pour les patients, ça c'est quelque chose de fondamental. Et Paul Ricoeur nous dit qu'il s'agit dans cette relation de soins de redonner corps à l'identité malmenée par la maladie. Et là, je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience quand on revoit l'histoire clinique de ces patients avec tout ce qui leur est arrivé, des chimiothérapies, radiothérapies, chirurgie, etc. On peut s'imaginer que c'est lourd tout ça et qu'ils ont besoin d'avoir ces temps-là pour pouvoir se raconter. Le troisième temps de cette relation de soins, c'est le moment déontologique, c'est l'expertise médicale. Alors à ce moment-là, c'est une mise à l'écart provisoire de la personne et c'est une exploration du corps souffrant. Et pour nous, en soins palliatifs, ça me paraît primordial de prendre le temps pour examiner le patient, parce que c'est des signes cliniques, c'est le langage du corps, c'est un examen minutieux, et puis c'est souvent, on va pas demander beaucoup d'examens paracliniques, mais en tout cas, on va essayer de faire le mieux et pour adapter au mieux le traitement. Donc, le langage du corps, cet examen clinique est primordial. Et puis, je crois que c'est important aussi pour le patient qui se sent examiné et se sent entendu aussi dans sa souffrance et donc qu'on essaye d'analyser au mieux sa douleur. Donc, c'est un moment aussi très important qui parfois nos externes et nos internes font fi, mais qui me paraît très important de ne pas oublier ce moment d'examen clinique. Le quatrième temps et le dernier temps de cette relation, c'est le moment prudentiel ou de sagesse pratique, ce qu'on appelle la relation juste. Alors, qu'est-ce qui va passer pendant ce dernier temps de relation juste ? On va informer le patient, on va discuter avec lui et on va obtenir son consentement sur l'objet, enfin sur les traitements, sur l'orientation. Est-ce que vous voulez rester en unité ? Est-ce que vous voulez repartir à la maison ? Et je crois que ça, c'est très important par rapport à avoir informé le patient. Et on va instaurer une alliance entre deux sujets. Et le médecin redonne une capacité à la personne malade en lui permettant de retrouver cette puissance d'agir détruite par la souffrance. C'est le patient qui va décider. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il reprend une place dans cette relation et dans sa maladie. Et donc, c'est vraiment une éthique de la responsabilité au sens où le médecin est amené à répondre d'eux. On doit répondre à cette souffrance que le patient nous montre. Et pour répondre à cette souffrance, il faut bien sûr pouvoir la comprendre et puis pouvoir aussi en parler avec le patient et lui dire « je vous ai compris ». Ainsi donc, et pour terminer mon propos, vous voyez que les médecins sont moins bavards que les psychologues, en fin de vie, le patient ne peut ni vivre ni se penser seul. Et c'est justement ce qui est intéressant et c'est ce qu'on fait au quotidien chacun, c'est dans la relation de soins que le soignant étaye le patient pour lui permettre de retrouver sa capacité à dire, à agir et à se raconter, en un mot, devenir autonome. Et je vous remercie.